Donc l'étude ACPA, c'est appréciation de la prise en charge de la fibrillation atriale aux urgences. Une étude qui a été promue par la Société française de cardiologie, la SFMU et le réseau Rescue. Voici mes conflits d'intérêts. C'est en 2015 que la SFMU a publié ses premières recommandations pour la prise en charge de la fibrillation atriale aux urgences. Et c'est exactement ce qui a motivé l'idée de notre étude. Nous avons voulu décrire la portée de ces recommandations dans nos services, comment nous prenons en charge la fibrillation atriale. Et vous allez voir, tout au long de cette présentation, nous avons fait la distinction entre les fibrillations atriales idiopathiques et les fibrillations atriales secondaires. Alors, vous verrez s'il y a une pertinence clinique à faire cette distinction, les idiopathiques étant évidemment les fibrillations atriales isolées, et les fibrillations atriales secondaires sont celles qui vont résulter d'un infarctus du myocarde, d'une pneumopathie, d'une poussée d'insuffisance cardiaque, d'une embolie pulmonaire. Nous avons voulu regarder les traitements dont bénéficient nos patients, que ce soit anticoagulants ou anti-arythmiques, ainsi que les actes réalisés aux urgences. Et nous avons suivi nos patients pendant 1 an, ce qui était une première pour une étude sur l'AFA aux urgences, afin de mesurer l'incidence de l'AFA si elle est récidivante ou persistante, décrire l'observance des patients, mesurer l'incidence des événements secondaires et enfin évaluer la mortalité à 1 an. Donc c'est ainsi que 32 centres ont inclus 1576 malades du 1er octobre au 30 novembre 2018, donc 3 ans après la publication des recommandations françaises. Tous les malades n'ont pas pu être analysés dans cette étude, puisque nous n'avons pas trouvé la trace du consensus pour 60 d'entre eux, et nos 2 cardiologues experts, donc Pierre Boulet ici présent et Stéphane Manzo qui est à la Riboisière, ont relu 1576 tracés, et je les remercie vivement de l'avoir fait, pour écarter 147 qui ne paraissaient pas pour eux relever d'une fibrillation atriale. Et c'est donc 1369 patients qui ont été analysés ici. Je vais vous en présenter les résultats. Alors, vous verrez, il y a beaucoup de chiffres. J'ai fait exprès de vous les mettre comme ça, vous aurez tous les résultats de l'étude, mais je prendrai le temps de m'arrêter sur quelques-uns. Et à chaque fois, vous aurez une colonne présentant l'ensemble des patients, ici, là, et une comparaison entre la fibrillation atriale idiopathique et la fibrillation atriale secondaire. Donc, nous avons affaire à des patients âgés, 84 ans d'âge médian, avec 25% d'entre eux qui ont 90 ans et plus. Vous remarquerez que les patients pris en charge pour fibrillation atriale secondaire sont bien plus âgés que ceux pour fibrillation atriale idiopathique. Et forcément, ils sont plus nombreux à être en EHPAD, à être grabataires avec perte d'autonomie. Ils ont été plus nombreux pour lesquels les numéros d'urgence ont été appelés, et là aussi plus nombreux avoir été transportés par ambulance ou par les pompiers. Peut-être qu'il y a un des modérateurs qui a son micro encore ouvert. Je vais lui demander de le mettre en muet. Donc, qui dit patientèle âgée ou très âgée, dit forcément plus de femmes. Et vous remarquez ici que l'âge médian des femmes est bien plus élevé que celui des hommes naturellement. Et si on s'arrête un peu sur le degré d'autonomie, qui est ici représenté dans ce graphique par les rectangles rouges, l'autonomie partielle, c'est le vert, et puis la gravatisation, ici en bleu. Vous voyez que la perte d'autonomie chez cette patientèle-là a commencé dès l'âge de 55 ans et va crescendo jusqu'aux âges le plus extrême. Donc, nous avons à la fois des patients très âgés et puis très affaiblis aussi par des comorbidités qui sont ici les maladies cardiovasculaires les plus fréquentes, l'insuffisance cardiaque, la cardiopathie ischémique, rythmique, hypertensive ou thromboembolique, ou encore l'AVC, qui sont 2 à 3 fois plus nombreux dans le groupe des patients qui ont une fibrillation atriale secondaire versus idiopathique. Alors, tous les patients n'avaient pas de fibrillation atriale à leur admission aux urgences, puisque 24% des fibrillations ont été découvertes au moment de la prise en charge aux urgences.
Alors, vous remarquez aussi que 57%, donc une grande majorité des patients fibrillation atriale secondaire avaient été hospitalisés au moins une fois dans l'année qui a précédé leur prise en charge, et alors que ceux-là même sont pour une grande majorité suivis par un cardiologue au long cours. Si on s'intéressait un peu à leur traitement au long cours, une bonne partie d'entre eux avaient déjà des anticoagulants, 64%, avec une préférence pour les AOD. Quant aux antiarythmiques, une préférence pour les bêta-bloquants, 80% des antiarythmiques au long cours chez ces patients-là étaient des bêta-bloquants. Je ne vais pas m'arrêter sur la clinique, si ce n'est pour faire remarquer que la moitié presque des patients admis pour fibrillation atriale idiopathique s'étaient plaints de palpitations, à 46,5%. C'était leur motif d'admission, alors que c'est absolument pas le cas pour les patients avec fibrillation atriale secondaire, qui avaient plutôt des symptômes d'ordre général. Quant aux tests diagnostiques réalisés aux urgences, l'échographie transthoracique, elle est bien plus importante dans le groupe des patients avec fibrillation idiopathique. Enfin, il faut modérer mes propos puisque nous avons que 59 patients qui en ont bénéficié. Alors certes, elle n'est pas en première intention dans les recommandations. Il est possible qu'ici, on a eu accès plus facilité ou plus courant aux cardiologues pour réaliser l'échographie, s'agissant de fibrillation atriale isolée, alors que ce n'était pas le cas pour les patients avec fibrillation atriale secondaire. Enfin, vous avez ici la radiographie du poumon, dont on sait ce qu'elle est devenue suite au Covid, le BNP ou la troponine. Je m'arrête un peu pour faire remarquer que les scores de risque, que ce soit ischémique pour le CHA2-VASc ou hémorragique pour le Hasbled, qui sont déterminants dans le choix d'une décoagulation ou pas, ne sont pas très couramment utilisés chez moins d'un patient sur deux, alors que quand le CHA2-VASc a été fait, il était supérieur ou égal à 2, donc avec indication d'anticoagulation, chez quasiment tous les patients avec fibrillation atriale secondaire. Si on regarde de près les traitements administrés aux urgences, et en particulier les anticoagulants oraux, il y a une nette préférence pour les AOD chez plus de la moitié des patients, et encore un peu de prescription d'antivitamine K. Quant aux antiarythmiques, là encore, une nette préférence pour les bêta-bloquants, un peu moins l'amiodarone. Enfin, quel a été le devenir de nos patients? Et là aussi, vous commencez à percevoir une certaine logique à distinguer fibrillation atriale idiopathique de fibrillation atriale secondaire. C'est pas tout à fait la même consommation de ressources. Et là, on a une majorité de patients hospitalisés dans un service de cardiologie ou en USIC, alors que ça n'a pas été le cas pour les fibrillations atriales secondaires que nous allons retrouver plus dans des services de médecine ou de gériatrie. Quant à la mortalité hospitalière, elle est négligeable, elle s'approche de 0, et d'où l'intérêt d'avoir suivi nos patients pendant 1 an. Et vous voyez là que la mortalité des patients pour fibrillation atriale idiopathique est autour de 12%, donc ici on a la survie à 88%, alors qu'elle est 3 fois plus, la mortalité, pour les patients avec fibrillation atriale secondaire, une survie à 1 an qui est de 65%, donc une mortalité autour de 35%. Et donc pour nous, ça a été vraiment une découverte, surtout que d'avoir démontré à travers cette analyse multivariée que la fibrillation atriale secondaire était vraiment un critère pronostic, pour pas dire un facteur de risque de mortalité, tout comme l'âge, évidemment, la perte d'autonomie ou là encore l'insuffisance cardiaque. Donc, les messages que je peux tirer personnellement de cette étude qui est observationnelle, qui n'est pas encore publiée, l'article est en cours de reviewing. Les scores de risque sont vraiment sous-utilisés. Alors, on sait en France, même les cardiologues n'aiment pas trop les scores, et encore moins les urgentistes, mais là, il va falloir qu'on s'y mette. La cause la plus fréquente des fibrillations atriales secondaires, c'est la pneumopathie. Et 24% des patients, et donc ils vont pas mourir de fibrillation atriale, mais ils vont mourir du sepsis et de ses conséquences.
45% des fibrillations atriales de novo seulement voient leur cardiologue 3 mois après la sortie des urgences. Et là, à titre personnel, je me pose la question du traitement ambulatoire de la fibrillation atriale quand ça le permet, donc la fibrillation atriale idiopathique, étant toujours un peu frileux à introduire des anticoagulants, lâcher le patient dans la nature quand le parcours n'est pas bien établi par la suite. Et donc, enfin, forcément, la fibrillation atriale secondaire est-elle un marqueur pronostic ou pas? On va probablement aborder le sujet avec nos intervenants. J'en profite pour remercier la SFMU, la SFC de leur soutien, les laboratoires Bayer-Boehringer d'avoir sponsorisé l'étude, l'ensemble des investigateurs des 32 centres et puis nos experts, Stéphane Manzo, Pierre Taboulet, Tahar Chouyed, de nous avoir aidés à monter l'étude, à relire les ECG, et puis Alexandra Peretti, l'ARC de Ratio, qui a coordonné l'étude. Je vous remercie.